Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une partie de la chimie très importante. Cette partie porte ici sur la cinétique chimique. Pour comprendre ici la cinétique chimique, tu peux prendre l'exemple sur une personne qui est en train de cuisiner. La personne connaissant ici le timing pour sa cuisine, tu vas même voir pour le cas des spécialistes de la gastronomie, peuvent définir le temps au bout duquel ils doivent ici cuisiner une nourriture spécifique. Du coup, le fait de connaître le timing d'une cuisine, de cuisiner, de voir la procédure, ça te permet donc de voir, de suivre l'évolution de cette cuisine-là. Or, en suivant l'évolution de cette cuisine, tu parviens à établir ou bien à relater, à connaître ici la vitesse d'évolution de cette cuisine en fonction du temps. Donc, la partie de la chimie qui va donc s'occuper de l'évolution des systèmes, de l'étude de la vitesse des réactions, cette partie est appelée la cinétique chimique. Pour comprendre donc la cinétique chimique, il va falloir respecter ces plans. Pour comprendre donc cette partie, il va suivre ce plan. Dans un premier temps, nous allons parler des catalyses, les propriétés des catalyseurs, les catalyses au niveau biologique. Et enfin, nous allons parler des mécanismes réactionnels où nous allons introduire d'abord quelques définitions. Nous allons parler ici de ce qu'on appelle les étapes élémentaires d'une réaction en chaîne. Et quand nous finissons de parler cela, nous allons essayer de donner quelques exemples de réactions élémentaires que nous voyons dans notre quotidien. Pour commencer, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle la catalyse. Qu'est-ce que la catalyse? On appelle catalyse le phénomène de la modification de la vitesse d'une réaction chimique sous l'action d'un catalyseur. Donc ici, un catalyseur va venir modifier la vitesse de la réaction. On avait vu ça, que le catalyseur est un facteur cinétique. Parmi les facteurs cinétiques qu'on avait cités, température et autres, nous allons nous intéresser à un facteur qui est appelé le catalyseur. Et nous allons étudier même à part parce que c'est extrêmement important dans la vie pratique. Il faut connaître ça, pas seulement pour le bac, mais dans la vie courante, mes amis. C'est la raison pour laquelle il faut étudier donc ici la catalyse et les catalyseurs. Alors, quels sont les différents types de catalyse que nous pouvons voir? Selon le mode d'action du catalyseur, nous allons ici distinguer trois types de catalyse. On va parler d'abord de catalyse homogène. À quel moment on parle de catalyse homogène? On parlera de catalyse homogène lorsque le catalyseur et les réactifs, genre le catalyseur va venir ici et réagir avec les réactifs. Mais le catalyseur et les réactifs sont de même nature. Autrement dit, sont de nature gaz, solide ou liquide. Voilà, c'est ce qu'on veut dire ici. Donc, ils sont dans la même phase, c'est la signification. Donc, ça c'est solide, solide, liquide, liquide, gaz, gaz. Et une telle catalyse est appelée catalyse homogène. Dans quel cas on parle de catalyse homogène et pourquoi même on parle de ça? On va d'abord donner la réaction, après on va expliquer. Par exemple, lorsque vous voulez faire la cinétique de la réaction des ions iodures avec les ions peroxyde disulfate, on avait dit dans la définition que dans la classification des réactions, c'est une réaction qui est lente. On a vu ça, même aussi les ions permanganate avec l'acide oxalique, ce sont également des réactions lentes. Alors, si la cinétique des ions iodures avec les ions peroxyde disulfate est une réaction lente, moi maintenant, je veux transformer cette réaction lente-là en réaction accélérée. Pour cela, je dois utiliser un catalyseur. Maintenant, le catalyseur là, ici, c'est l'ion Fe3+. Qu'est-ce qui va se passer? Au cours de cette réaction, premièrement, ici, nous allons, ce que j'avais dit, nous allons voir ces détails-là dans chaque vidéo. Chaque vidéo viendra avec les détails de ces réactions. Premièrement, les ions Fe3+ vont capter un électron pour se transformer en ion Fe2+. Vous voyez? OK. Alors que les ions iodures vont former le diiode. Ce sera la première réaction. Nous allons voir ici un électron, deux électrons, on simplifie.
Ici, on permute. Comme il y a 2 électrons, on envoie 2 électrons. Comme il y a un électron, on envoie un électron. Après, on fait l'équation bilan. Maintenant, les 2 fois Fe3+, on a Fe3+, 2 fois Fe2+, Fe2+, 2I-, 2I-, I2, I2. Les 2E et les 2E, ça va se simplifier. Ça, ce sera la première réaction. Donc, pour que les ions iodure se transforme en diiode au cours de cette réaction, le fer 3 va réagir pour se transformer en fer 2. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? En fait, le fer 3 va se fixer aux ions iodures. Quand il se fixe aux ions iodures, il va booster la réaction pour qu'il y ait la formation du diode. Et une fois que le fer Fe3 s'est fixé, le diode le transforme en Fe2. Maintenant, une fois que Fe2 est formé, on vient maintenant dans la phase ici des ions peroxydisulfate. Les ions peroxydisulfate récupèrent les ions Fe2+, et le transforment en ion Fe3+. Donc, l'ion là revient encore à l'élément de base. Regardez, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les ions peroxydisulfate qui se trouvent à ce niveau vont prendre le fer Fe2+, qui s'est formé. Ils vont donc transformer ça en ion Fe3+, pendant que les ions peroxydisulfate vont se transformer en ion sulfate. Et là, nous allons voir ça, je vous dis en détail avec une vidéo spéciale. Et là, maintenant, si nous permettons les nombres d'électrons, les 2 qui sont en haut vont venir en bas et les 1 qui sont en bas vont monter en haut. Lorsqu'on essaye de faire donc le produit, on trouve à ce niveau. Regardez les deux. Qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, au cours de cette réaction, comment est-ce que Fe3+ a catalysé la réaction? Les ions Fe3+ vont s'attacher aux ions iodures. Les ions iodures vont réagir avec les ions peroxydisulfate. Au cours de cette réaction, le Fe3+ va se transformer en Fe2+. Une fois que ça se transforme en Fe2+, les ions peroxydisulfate fixent les ions Fe2+, et les transforment en ion Fe3+. Donc, Fe3+ qu'on avait au départ, c'est revenu encore à l'état final. Donc, le catalyseur n'a fait qu'accélérer la réaction, mais finalement, il n'est pas resté. Maintenant, comment on va prouver qu'il n'est pas resté vrai? Vous prenez maintenant la première équation bilan, vous prenez la deuxième équation bilan, vous faites le système. En faisant le système, regardez très bien. Fe3+ est au niveau des réactifs. Fe3+ est au niveau des produits. Ça va se simplifier. I2I- est à ce niveau, il va réagir avec S2O8. Ensuite, Fe2+ est au niveau des produits, Fe2+ est au niveau des réactifs. Ça va se simplifier. Ça va rester donc I2 qui va réagir avec 2SO4. Donc, comme équation bilan, nous aurons donc 2I- plus S2O8. Ça va donner 2SO4 plus I2. C'est ce qu'on avait vu dans l'exemple des ions iodés avec les ions peroxydisulfate. Donc, on va parler de ce qu'on appelle le potentiel standard de chaque couple. Nous allons trouver les demi-équations. On va vous montrer les petits secrets pour pouvoir équilibrer ces réactions. Ne vous inquiétez pas. On est en train de montrer exactement un exemple ici de catalyse homogène. À part ça, nous allons essayer de voir ici d'autres types de catalyse. À part les catalyses homogènes, nous avons aussi les catalyses, l'autocatalyse. À quel moment on parle d'autocatalyse? On parle ici d'autocatalyse lorsque l'un des produits formés va catalyser la réaction qui l'engendre. On avait déjà parlé de ça. La réaction fabrique son propre catalyseur. Lorsqu'on parle de la réaction entre les ions MnO4 avec l'acide oxalique, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'ion manganèse se forme au cours de cette réaction, l'ion manganèse va catalyser la réaction. Donc, plus il se forme, plus il accélère la réaction. On va étudier ça à part. À part ici, l'autocatalyse, nous allons voir si on peut trouver ici l'équation bilan qu'on a déjà vu ce niveau. Bon, là, ce n'est pas très équilibré. Ici, on doit avoir 6H3O+, n'est-ce pas? 6H3O+, plus 14H2O. Et là, nous allons voir ce qu'on appelle la catalyse hétérogène. On avait parlé d'homogène, on va parler de catalyse hétérogène. La catalyse sera dite hétérogène lorsque le catalyseur n'appartient pas à la même phase que les réactifs. Souvent, un solide dans un liquide ou dans un gaz. Exemple, lorsque nous prenons par exemple la réaction de synthèse de l'eau, on avait vu que c'est une réaction en système cinétiquement inerte et il faut la platine.
la platine pour pouvoir accélérer cette réaction. Lorsqu'on met le dihydrogène avec le dioxygène dans un tube, on laisse comme ça. Quand on allume la flamme, aucune réaction ne se produit. Parce qu'il y a un gaz qui provoque une détonation en présence de la flamme. C'est le dihydrogène. Voilà. Maintenant, on dit, OK, on va mettre quelques poudres de platine. On met la poudre de platine dans toujours le tube contenant le dihydrogène et le dioxygène. On revient, on met la flamme. Si on met seulement un peu de flamme, il y a une détonation. On attend, pouf! Et cette détonation est due à quoi? À la présence de dihydrogène. Et si à la présence de dihydrogène, ce qui montre qu'il y a ici quelques gouttes qui vont se former à la paroi du récipient pour pouvoir nous montrer ici que l'eau est en train de se former. Si l'éthanol, vous laissez l'éthanol ici, comme ça là, l'éthanol reste l'éthanol, c'est le vin. Ça va rester comme ça. Mais si vous mettez quelques poudres de cuivre, vous allez voir que l'éthanol va se transformer en éthanol. Ça, c'est un aldéhyde. Et avec un dégagement de dihydrogène. Vous voyez un peu, c'est extrêmement important. À part maintenant les types de catalyse que nous avons vus, on va voir ce qu'on appelle les propriétés d'un catalyseur. Quelles sont les propriétés d'un catalyseur d'après tout ce qu'on vient de dire ici? Il faut comprendre quelque chose. En réalité, on parle ici des propriétés d'un catalyseur lorsque le catalyseur a des éléments spécifiques qui permettent de le distinguer. Et parmi les éléments spécifiques, le premier élément viendra dans sa première propriété. On dit, le catalyseur n'apparaît pas dans l'équation bilan de la réaction. Il se trouve intact une fois qu'elle est terminée. Donc, une fois que la catalyse est terminée, le catalyseur reste intact. On avait vu un exemple typique, les ions iodures avec les ions peroxydisulfate. C'est le fer 3 qui avait intervenu. Maintenant, le fer 3 là a été capté, il a été transformé en fer 2. Le fer 2 a été capté et retransformé en fer 3. Donc, le fer 3 est revenu à l'état de base. On parle ici de la première propriété d'un catalyseur. Donc, à la fin de la réaction, vous n'allez pas trouver le catalyseur là. Vous allez trouver seulement les réactifs et les produits qui ont fait une transformation, mais le catalyseur va rester intact. Lorsque vous prenez par exemple l'éthanol, vous voulez oxyder en éthanol avec la formation de l'eau. En présence du cuivre, l'oxydation va se produire, mais à la fin, vous n'allez pas trouver le cuivre en réaction. Deuxième propriété, on dit le catalyseur participe à la réaction, mais il retrouve son état initial lorsqu'elle est terminée. Donc, cela peut faire face ici à ce qu'on vient d'expliquer. Genre ici, dans la première propriété, le catalyseur ici ne se transforme pas. Autrement dit, si vous avez inséré le fer 3, c'est qu'à la fin, c'est le fer 3 que vous allez trouver. Mais ça bougeait à l'intérieur, mais c'est le fer 3 que vous trouvez à la fin. Ça ne sera pas dénaturé, c'est ce qu'on voulait dire là-bas. Maintenant, mais au cours de cette réaction, le fer 3 s'est transformé en fer 2. Donc, il y a eu une transformation. Mais à la fin, il revient toujours au fer 3. Donc, ça obéit donc à la première propriété et à la deuxième propriété. Et en plus, il y a aussi troisième propriété. On dit une réaction ne peut être accélérée par n'importe quel catalyseur. Et lui est spécifique. Ça veut dire, quand on prend n'importe quelle réaction, on prend une seule réaction, on met beaucoup de catalyseurs, quelque chose va se produire. Vous allez remarquer que le catalyseur qui est propre à la réaction viendra accélérer la réaction. Les autres catalyseurs ne vont pas accepter. Ça va rester intact. Ce qui veut dire donc le catalyseur a une certaine spécificité. Autrement dit, en français facile, le catalyseur est spécial à la réaction, est propre à la réaction. À chaque réaction, un catalyseur spécifique. Même si je prends une même réaction, mais si je change le catalyseur, les produits vont changer. Ce qui nous permet de dire que le catalyseur est spécifique à une réaction. C'est ce qu'on veut dire dans la troisième propriété. Et aussi, en dernière propriété, on dit un catalyseur ne peut accélérer qu'une réaction possible en son absence. Non. Il ne peut provoquer une réaction impossible. Si une réaction, la réaction là ne peut pas se produire, genre naturellement la réaction ne peut pas se produire, le catalyseur ne pourra rien faire. Je prends un exemple qui n'est pas tout à fait convenable.
On sait bien que les sucs digestifs ont pour important de digérer les aliments que nous mangeons. Ce sont des catalyseurs appelés les enzymes. Mais quand tu avales un petit morceau de caillou, ils ne vont rien faire avec le caillou parce que le caillou, avec le vent, ça ne va rien faire. Quelle que soit la durée de ces cailloux dans le ventre, ça va rester toujours caillou. Les catalyseurs ne vont absolument rien. C'est une réaction qui est impossible en fait. En plus, si le catalyseur est absent, la réaction reste comme ça. C'est à leur présence que la réaction s'accélère. Donc, il ne faut pas dire que non, comme le catalyseur bosse cette réaction, même si c'est laisse comme ça, là, ça va se poser de diminuer parce que le catalyseur. Non, non, non. Il faut que le catalyseur soit présent pour que la réaction puisse se produire. C'est extrêmement important. Il faut faire cette différence. On va donc voir ici la sélectivité d'un catalyseur. Vous avez vu ça dans la troisième propriété, que le catalyseur est propre à la réaction, est spécial à la réaction, on va dire comme ça. Alors, si tel est le cas, on va donc définir ce qu'on appelle la sélectivité d'un catalyseur. On parle de sélectivité d'un catalyseur lorsqu'il a le pouvoir de favoriser une réaction au détriment des autres. Donc, vous envoyez une seule réaction, vous amenez plusieurs réactions, pardon, ou bien vous amenez une seule réaction, vous envoyez plusieurs catalyseurs, vous dites que les catalyseurs là doivent vous donner le même produit. Vous n'allez pas trouver ça. Vous allez remarquer que le catalyseur qui vient, s'il est prêt à catalyser la réaction, il va donner un produit propre. Si vous changez le catalyseur, il va donner un autre produit du même corps. Ce qui veut dire qu'à chaque catalyseur, sa réaction propre. Pourquoi on dit un catalyseur reste toujours sélectif. Donc, si tu veux former un corps A au cours de la transformation dans tes usines, c'est le catalyseur A que tu vas toujours utiliser. Si tu utilises un catalyseur B là-bas, il va donner un autre produit. C'est pourquoi la sélectivité d'un catalyseur a vraiment boosté le monde de la chimie. C'est extrêmement important. Exemple, on va décomposer l'éthanol en présence de la chaleur. C'est pourquoi on dit décomposition thermique de l'éthanol. L'éthanol est un alcool saturé de formule C2H5OH. Maintenant, l'éthanol là, si nous mettons le cuivre et on augmente la température à 200 degrés, vous allez voir que l'éthanol va se former. C'est un aldéhyde avec un dégagement de dihydrogène. On va voir les aldéhydes là en chimie organique. Donc, à cause du cuivre qui a été élevé à 200 degrés, il y a eu la formation de quoi? De l'aldéhyde. Cependant, si vous prenez maintenant de l'oxyde d'aluminium, vous élevez la température à 300 degrés, vous n'allez plus vous attendre à la formation de l'aldéhyde. Mais c'est un alcène qui va se former, l'éthylène va se former avec ici la formation de l'eau. La première réaction est une déshydrogénation, la deuxième réaction est une déshydratation en fonction des produits. Vous voyez? Le même corps donne des résultats différents parce que vous avez changé le catalyseur, ce qui nous permet de dire que le catalyseur est sélectif à la réaction donnée. Mais si vous ne voulez pas utiliser ça, on peut prendre par exemple la réaction entre le monoxyde de carbone et le dihydrogène. Quand vous réagissez le monoxyde de carbone avec le dihydrogène, si vous prenez le nickel à 350 degrés, le méthane va se former, c'est un alcane avec l'eau. Cependant, si vous maintenez la même température, mais vous remplacez le nickel par exemple, l'oxyde de zinc, le méthane ne va plus se former. Un autre corps va se former. C'est le méthanol qui va se former, un alcool. Donc, vous voyez un peu. Alors, le catalyseur reste donc sélectif. Nous allons voir certains catalyseurs qu'on retrouve dans le milieu biologique. Et ces catalyseurs sont appelés les enzymes. C'est pourquoi on parle ici de catalyse enzymatique. Qu'appelle-t-on catalyse enzymatique? C'est une catalyse dont le catalyseur est, pardon, il y a un T ici, un T est une macromolécule d'origine biologique. Et cette macromolécule d'origine biologique est appelée une enzyme. Les enzymes sont spécifiques à la réaction biologique enzyme. On va prendre un exemple. L'adénase ou l'ADN polymérase. C'est une enzyme qui est spécialisée dans l'ouverture d'une molécule d'ADN au cours de sa réplication. Par exemple, quand une cellule parvient à se diviser, il faut que la molécule d'ADN qui se trouve dans cette cellule, vous savez, dans le noyau de la cellule, ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Ce sont des acides qui se trouvent dans le noyau de la cellule. Et quelle est l'importance de ces acides-là? Quels sont leurs propriétés? Ils sont capables de déterminer notre caractère héréditaire.
Par exemple, quand on dit l'enfant là est de teint noir, parce que son père était de teint noir, l'enfant a ressemblé à son père, c'est grâce à l'ADN. Donc, ça permet de déterminer notre caractère, la transmission des caractères des parents à leurs descendants. Mais l'ADN là se trouve dans le noyau des cellules. On a des milliards de cellules, il y a donc des milliards d'ADN. Et dans le noyau, il y a les chromosomes. Et sur les bras des chromosomes se trouve maintenant l'ADN. Maintenant, quand la cellule veut se diviser, il y a les étapes que nous connaissons, la prophase, la métaphase, anaphase et télophase. Avant que d'abord cette mitose-là intervienne, il faut que l'ADN se prépare, se divise d'abord en deux molécules identiques. On parle de la duplication de l'ADN. Maintenant, pour que l'ADN soit dupliqué en deux, parce que c'est formé de deux chaînes enroulées l'une sur l'autre, pour que la chaîne-là s'ouvre et se détend comme ça, il faut une enzyme qui vient pour couper des liaisons entre les deux chaînes. Et ces liaisons sont appelées les liaisons hydrogènes. Mais les liaisons hydrogènes-là seront découpées par l'enzyme là, appelée ADN polymérase ou la dénase. La dénase là ouvre la molécule d'ADN et dans le noyau, d'autres chaînes vont se former ici, d'autres chaînes forment ici. Donc, il y aura deux molécules qui vont se former. Vous voyez ça, c'est extrêmement important. C'est grâce aux enzymes biologiques. Il y a d'autres enzymes aussi. Et maintenant, quelle est l'importance des catalyseurs dans la vie? Dans la vie pratique, les catalyseurs ont énormément d'importance. Lorsque nous prenons dans l'agroalimentaire, je veux par exemple préparer le pain, je mets de la levure pour que ça monte. La levure est une enzyme. C'est extrêmement important. C'est un catalyseur. Ça va catalyser la réaction, ainsi de suite. Même dans les industries, on veut que les produits là ne se décomposent pas à faible température. Ou encore, on ne veut pas que les réactions parasitiques se produisent. Parce qu'il y a des réactions parfois, quand c'est trop lent, les corps vont commencer à se décomposer. Mais nous, on veut que ces réactions-là soient accélérées. Il faut donc mettre rapidement les catalyseurs là-bas. Sinon, si tu es en train de vendre tes produits, tu veux préparer les produits, il faut ajouter certaines choses qui vont accélérer la formation des produits pour ne pas que ça se décompose. C'est extrêmement important. Vous voyez donc, ça va donner un bon rendement dans votre lieu de travail. Donc, même pas seulement en industrie, mais dans d'autres facteurs tels qu'en biochimie, l'étude in vivo des réactions enzymatiques. Aujourd'hui, la biotechnologie est à l'échelle exponentielle. La biotechnologie, même moi, ça m'attend. Je dois faire la biotechnologie. La biotechnologie permet de prendre, par exemple, la molécule d'ADN d'un individu, prendre, décomposer, faire des réactions au sein de la molécule d'ADN avec les enzymes qui se trouvent dans les laboratoires et prendre une portion d'ADN incorporée encore dans une autre cellule pour que l'individu, par exemple, se développe avec un certain caractère spécifique. On veut, par exemple, former un être dont une partie est animale et une partie est humaine. C'est simple. Il suffit de faire ce qu'on appelle la biotechnologie. On prend son ADN et l'ADN de l'autre. On essaie de faire ce qu'on appelle ici des greffes. On va essayer d'associer des molécules d'ADN et que si on essaie d'incorporer donc ces molécules d'ADN au sein d'un œuf appelé zygote, au cours du développement, l'ADN va imposer ses caractères au cours du développement de ce fœtus et nous allons avoir donc notre monstre qui va par exemple travailler dans les laboratoires, ainsi de suite. On peut voir ça dans les films. Je sais bien que les films, ce sont des fictions, mais l'avènement de la biotechnologie nous permet même de fabriquer certains virus par la modification de l'ADN. Même si on veut par exemple développer un vaccin, il faut d'abord prendre le virus, atténuer certaines parties de sa molécule d'ADN à travers l'utilisation des enzymes spécifiques et on va atténuer ce virus-là, on injecte maintenant pour pouvoir faire face encore au même virus. Vous voyez, c'est fascinant. Même dans l'agroalimentaire, ainsi de suite, la fermentation, affiner le fromage, un laboratoire pharmaceutique, alimentation, nous trouvons toujours ici la catalyse. Alors, mes amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre et on se dit donc à bientôt.